Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de votre attention. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité. En voici les titres. Il a passé 72 heures en terre ivoirienne. Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a été fait docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, entre autres pour son œuvre dans le domaine des sciences juridiques et aussi pour l'exemplarité de son engagement social et politique. Africalia 2019, la réflexion menée cette semaine à Abidjan par le Conseil national de politique économique a porté sur la croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire. La rencontre a refermé ses portes hier samedi en présence du chef du gouvernement. Journée de l'enfant africain, la Côte d'Ivoire célèbre cette 29e édition et c'est la commune d'Abobo qui a accueilli ce dimanche les festivités officielles. Elle est consacrée au phénomène de la migration irrégulière, notamment celle des enfants qui sont de plus en plus impliqués dans cette aventure périlleuse. Élections présidentielles, municipales et parlementaires au Guatemala. 8 millions de Guatémaltèques appelés aux urnes ce dimanche. La campagne s'est déroulée dans un climat de violence sociale et politique. Bienvenue à tous dans le 20h de RTI 1 ce dimanche. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, 16 juin, les papas sont célébrés. La fête des pères est une célébration annuelle dans de nombreux pays. Elle permet aux enfants d'offrir des cadeaux à leurs chers papas, mais surtout de les honorer et leur montrer tout l'amour qu'ils leur portent. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a effectué une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il a été fait docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, entre autres pour son œuvre dans le domaine des sciences juridiques. Herman Guivet. Plus que quelques boutons à fermer, et voilà, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa dans ses habits neufs de docteur honoris causa de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La toge frappée de 9 coris, le plus haut grade, le diplôme, puis le tableau, une spécialité de la région des savanes qui symbolise la joie de vivre, la gaieté, toutes les valeurs qui accompagnent les peuples qui vivent dans cette région. Docteur honoris causa, une distinction fort bien choisie pour honorer le prestigieux visiteur. Le monde de l'université décerne le grade de docteur honoris causa à des universitaires de renom et à des personnalités non universitaires en raison de leur engagement ou de l'éminence de leur qualité scientifique et ou dans un domaine donné. En ce jour mémorable, l'université Félix Houphouët-Boigny a l'honneur de recevoir une personnalité qui est à la fois l'incarnation de la science et de l'engagement sur le plan social et politique. Excellence, Monsieur le Président, au moment où s'ouvre une nouvelle ère de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, le Conseil de l'Université Félix Houphouët-Boigny, en sa session extraordinaire du lundi 3 juin 2019, au terme de cette délibération, vous a jugé digne de recevoir, éminents collègues, le grade de docteur honoris causa pour votre grande œuvre dans le domaine des sciences juridiques, pour l'exemplarité de votre engagement social et de votre carrière politique. Pour mémoire, depuis le président Léopold Sédar Senghor, qui a reçu une telle distinction dans les années 70, c'est la deuxième fois que notre institution a le privilège d'accueillir un chef d'État. C'est pourquoi, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais, Monsieur le Président de la République du Portugal, vous témoigner la gratitude du gouvernement et de toute la communauté universitaire nationale. Une marque de considération loin de laisser indifférent le président portugais. Professeurs, élèves de portugais, merci bien d'être venus et de votre mission pour l'amitié, la fraternité entre nos deux peuples. Merci. Avant de rendre la parole, le président portugais, homme de droit, n'a pas manqué de laisser un message fort à la jeune génération. Les élèves, n'oubliez pas, vous êtes des privilégiés. Vous devez servir les autres. Commençons par vos concitoyens
ivoiriens. Mais pensons à tout le monde, à tous ceux qui souffrent dans tout le monde. C'est votre devoir. Merci bien de cet honneur et de cette joie. Jamais imaginons d'être professeur d'université Félix Houphouët-Boigny. Son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, s'est dit heureux d'avoir trouvé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une nouvelle famille, rassurant de l'effort qui sera consenti par son pays, le Portugal, pour renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. Dans la continuité de cette coopération ivoiro-portugaise, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a ouvert les portes de son cabinet à des opérateurs économiques, des élus locaux et consuls du Portugal. Régis Kofi nous propose un point de cette série d'audiences. Les entreprises portugaises veulent renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Les représentants des groupes Mota-Engil et Bial, respectivement dans la prestation de services environnementaux et de fabrication de produits pharmaceutiques, se sont entretenus avec le vice-président Daniel Cablon-Duncan sur des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le président du Portugal et le vice-président de Côte d'Ivoire ont visité notre installation ici à Abidjan et je pense que le futur sera très long pour les entreprises portugaises. Nous sommes un pays qui connaît bien l'Afrique et nous sommes un peu africains. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a échangé par la suite avec des maires et consuls portugais. Nous sommes heureux donc des changements importants apparus au niveau de cette coopération, pas seulement au niveau donc des entreprises, pas seulement au niveau des secteurs publics, mais aussi la coopération dite décentralisée. Parce que cette coopération est plus proche des gens. Au niveau des facteurs humains, c'est important. Il faut profiter de cette occasion à la fois pour nouer des relations humaines entre les mairies, mais aussi des relations entre les populations et vos populations, des villes que vous représentez. Et ça aussi peut déboucher donc sur des aspects d'entreprise conjointes. C'est avec joie que les maires portugais ont conclu des accords de partenariat avec plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. On amène avec nous une image magnifique de votre peuple de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse une note de l'évolution avec la dernière fois que j'étais ici. Depuis 2 ans jusqu'à maintenant, on est en train d'une évolution très positive dans les travaux que votre Excellence vous avez fait. La présence des élus et cadres portugais en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la visite du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de croissance inclusive et durable. Le Conseil national de politique économique ouvre la réflexion sur comment maintenir une croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire. Une rencontre riche en partage d'expériences, avec notamment le cas de la Corée du Sud, un modèle de réussite en la matière. Alexis Ouedraogo pour la clôture d'Africalia 2019. Forum Africalia 2019. Voici venue l'apothéose avec cette cérémonie de clôture marquée par la présence du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Ce forum, qui en est à sa 6e édition, a mobilisé la participation de plusieurs délégations venues d'Afrique et d'Europe. Après le succès des 5 premières éditions tenues à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ce forum s'est déplacé sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en homme d'État avisé, vous avez aperçu le sens de notre démarche et ce qu'un tel forum peut apporter au développement du secteur privé ivoirien, africain, ainsi qu'à l'intégration économique des États. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble du gouvernement pour toute l'attention, l'assistance et le soutien que nous avons reçus tout au long de la préparation et de l'organisation de ce forum. Nous vous prions de traduire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, nos sentiments de très profonde gratitude. Je voudrais en outre renouveler mes remerciements à M. Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, ainsi qu'à tous les membres de la forte délégation qu'il a conduit à ce forum. Et nous lui demandons
de saluer avec déférence le président du Burkina Faso et aussi l'ensemble de son gouvernement. Une 6e édition qui aura tenu toutes ses promesses. C'est un Africalia qui se tient en pleine période importante pour les opérateurs économiques africains parce que nous sommes en plein à l'ère de la ZLECAf qui a besoin d'être connue, permettre aux entreprises de se développer davantage. Nous avons reçu plus de 700 participants. Nous avons pu organiser plus de 6000 rendez-vous. En bilan à mi-parcours, le pari est gagné, je dirais. Plusieurs présents offerts au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et distinctions offertes aux délégations participantes. La Côte d'Ivoire est à la recherche de financement pour le schéma directeur d'assainissement et de drainage d'Abidjan. Après une rencontre des bailleurs de fonds, la récolte est bonne. Les résultats obtenus sont au-delà des attentes initiales. Sur 585 milliards de francs CFA souhaités, plus de 738 milliards ont été mobilisés par les partenaires techniques et financiers. Grâce Kando. 738 milliards de francs CFA contre une attente d'environ 585 milliards de francs CFA ont été annoncés par les partenaires techniques et financiers, banques privées commerciales et internationales. Ces fonds permettront de financer la première phase du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sur la période 2020-2034. Ce schéma couvre les 13 communes du district d'Abidjan et préconise le scénario d'aménagement des réseaux et des ouvrages d'assainissement à travers des stations de pompage, des stations d'épuration. Il s'agit de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements et des flux financiers orientés vers l'assainissement et le drainage en cohérence avec le dispositif de notre programme de développement. Je suis heureux que la France ait choisi dès 2015, au travers du premier contrat de désendettement et de développement à l'époque, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise à jour du schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Ce document stratégique porte une vision programmatique des investissements à réaliser en plusieurs phases jusqu'en 2060. 355 milliards seront injectés pour les travaux des eaux usées et 229 milliards pour les eaux pluviales. En ce qui concerne les eaux pluviales, des canalisations, des dallots enterrés et des bassins d'écrêtement sont prévus dans les zones à forte pente et moins urbanisées. Ce schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan a été validé en Conseil des ministres en mai 2018. L'objectif général visé par la mise en œuvre de ce schéma directeur est de réduire significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales des milieux récepteurs et de disposer d'un outil de planification efficace conforme au plan national de développement ainsi qu'à la lettre de politique sectorielle qui est le document d'orientation et de stratégie gouvernementale en matière d'assainissement et de drainage. Pour rappel, le premier plan directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été réalisé en 1973 et actualisé en 1981. Ce 16 juin, jour de la fête des pères, est également la journée de l'enfant africain. La promotion des droits des enfants est au centre de cette célébration symbolique. Cette 29e édition est consacrée au phénomène de la migration irrégulière. L'ONG Droits des enfants de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour rappeler l'historique du 16 juin et mettre en lumière les droits des enfants. David Soyo et Serge Collier. C'est en 1991 que l'ex-OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a initié la journée de l'enfant africain. C'est un devoir de mémoire pour rappeler le massacre de centaines d'enfants noirs de Soweto qui manifestaient le 16 juin 1976 pour leurs droits face au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce 16 juin, d'autres enfants se retrouvent au chapiteau de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, pour commémorer cette date historique et promouvoir par la même occasion le droit des enfants. Cette journée est le moment choisi pour nous de mieux échanger sur les problèmes liés aux difficultés que les enfants rencontrent. Les enfants ont échangé avec les panélistes sur les différentes questions liées à leurs droits et devoirs.
Les questions d'éducation et de maltraitance ont été abordées. Une rencontre organisée par l'ONG DECI Droits d'enfants en Côte d'Ivoire. Les enfants peuvent aujourd'hui décider de ce qu'ils veulent faire, ils arrivent à s'exprimer. Mais à côté de ce qui est positif, il reste beaucoup à faire. Une journée placée sous le thème « Luttons contre la migration à risque des enfants » afin de garantir leurs droits. Les enfants partent jeunes, valides, et des fois ils finissent dans le désert, des fois au fond des mers. C'est pour ça que c'est tellement important qu'aujourd'hui nous allons sensibiliser les enfants. Nous allons mettre un effort particulier sur ce fléau qui mine notre pays et notamment l'Afrique tout entière. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, plus de 8000 Ivoiriens ont franchi les côtes européennes. Parmi ces migrants, 1400 mineurs, d'où l'urgence de sensibiliser les enfants. Le ministère des Mines et de la Géologie a tenu une conférence de presse sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Le bilan de la lutte contre ce phénomène a été dressé. Il prend de plus en plus d'ampleur et nuit non seulement à l'économie nationale, mais aussi à la santé des populations. Eugène Atoubé. La conférence de presse du ministre des Mines et de la Géologie était loin d'une réponse du berger à la bergère, comme le présageait le sujet. Si Jean-Claude Kouassi a parlé de l'orpaillage clandestin, il a surtout mis en lumière les actions menées par son département ministériel pour y mettre fin. En première ligne de ces actions, la brigade de répression des infractions au code minier, structure créée en décembre 2018 et opérationnelle depuis le mois de mars de cette année 2019. Le ministère des Mines et de la Géologie annonce que 48 orpailleurs clandestins et leurs complices ont été conduits devant la juridiction et mis sous mandat de dépôt. Parmi eux, 9 ont été condamnés. Ces condamnations pénales sont assorties de la confiscation au profit de l'État des armes et du matériel utilisé aux fins de l'orpaillage clandestin. Le montant total des amendes dues au Trésor s'élève à 700 millions et celui des dommages et intérêts dus au ministère des Mines à 200 millions. Le gouvernement est résolument engagé et lutte sans répit en vue d'éradiquer ce fléau à brève échéance. Les orpailleurs clandestins sont présents dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines et de la Géologie avance le nombre de 23 400 clandestins à ce jour. Chassez-les, ils reviennent au galop pour une recolonisation des sites déguerpis. Ainsi peut-on caricaturer la difficulté du ministère des Mines et de la Géologie à éliminer l'orpaillage clandestin. Outre la brigade de répression, des mesures ont été prises, notamment la reprise de délivrance des autorisations d'exploitation, la réactivation des comités techniques locaux et l'ouverture de chantiers écoles. À l'attention de toutes celles et ceux qui envisagent de s'investir dans l'exploitation minière artisanale. Je sais que nombre d'entre eux sont désireux de travailler pour sortir de la clandestinité qui met chaque jour leur liberté, leur santé, leur intégrité physique et même leur vie en péril. Je les invite à nouveau à prendre dès aujourd'hui la tâche des directions régionales et départementales des mines et de la géologie pour constituer leur dossier de demande d'autorisation. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage clandestin prend une autre dimension, menée en cohérence avec l'objectif du gouvernement de faire du secteur minier le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Les femmes de Oumé, ville du centre-ouest ivoirien, ont reçu la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un seul point au sommaire de cette rencontre, l'autonomisation de la femme. Ces femmes ont été informées des moyens que l'État ivoirien met à leur disposition pour entreprendre ou encore pour développer leurs activités génératrices de revenus. Elles sont exhortées à entreprendre. Éric Goré. Les femmes de Gabia dans le département de Oumé en joie, elles ont reçu de la part de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant un important appui financier pour relancer leurs activités en vue d'être plus autonomes. Je suis venu leur porter le message du président de la République, le message du Premier ministre, M. Amadou Koulibaly, c'est-à-dire les féliciter, leur dire merci pour cet important travail. Le programme social du gouvernement a été mis en place. L'autonomisation occupe une place très importante dans ce programme. Elle mérite donc de bénéficier de ce programme. Exerçant pour la plupart dans le secteur du vivrier,
Cet appui va leur permettre d'accroître leurs revenus, avec à leur tête l'honorable Virginie Touré, députée d'Oumé, qui les encadre. Ici, nous on veut planter, on veut semer, on veut récolter, on veut être autosuffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir de temps en temps son propre argent pour ne pas avoir à demander chaque fois 25 francs par chèque magie. En Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes fait partie des priorités du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, cette politique permet aux femmes d'être représentées dans tous les domaines d'activité. Nous vous proposons à présent des communiqués de l'état-major général des armées. Dans la matinée du lundi 17 juin 2019, l'armée ivoirienne va exécuter un exercice militaire sur le plan d'eau compris entre le quai fruitier du plateau, la zone portuaire de Trècheville et la base navale de Lokodjro. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire FACI. Elle mettra en œuvre des aéronefs militaires et des navires de guerre. De même, des coups de feu et des explosions seront entendus pendant son déroulement. L'état-major général des armées présente ses excuses aux usagers du plan d'eau pour les perturbations occasionnées et les invite à se conformer au plan de circulation alternatif qui sera mis en place par la Marine nationale. L'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la zone Yamsokro, Toumodi, Atiéguakro, Angoda, Lomo Nord dans la période du 16 au 23 juin 2019. Cette manœuvre est réalisée par le 1er bataillon pilote projetable conformément au programme de préparation à son déploiement en mission extérieure. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés vont sillonner les axes de la zone de manœuvre. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Ils ont décidé de renforcer en leur sein la cohésion et la paix afin de mieux contribuer au développement de leur région d'origine et d'accueil. Les Baoulés vivant dans la région du Gor ont créé l'Union des résidents baoulés du Gor. Le président de cette association a été officiellement investi par le parrain Amédée Kwaku. Léon Pro. Ils sont venus notamment de Guibérois, Ouragayo, Oumé, Gagnoa, les Baoulés résidents de la région du Gor pour l'installation officielle du président de leur union. Boniface Yao, comptable à la retraite, a mission de renforcer l'unité, la cohésion et l'entraide au sein de sa communauté, forte d'au moins 100 000 âmes. C'est difficile. Et grâce à tout le monde, j'aurai leur concours et je réussirai à cette mission au nom de la paix. Contribuer au développement du Baoulé et du Gor, terre d'accueil, sur cette autre mission de l'Union des résidents baoulés. Pas de doute pour les élus et cadres du Gor, ils doivent d'ailleurs l'essor de leur région en partie à la communauté baoulée pour ses fortes productions agricoles et émettent le vœu que son association fondée en mars 2019 reste modèle du vivre ensemble. Nous avons toutes les communautés qui résident en pays BT. Ça montre l'esprit d'hospitalité des BT et je pense que nous devons dans ce sens-là œuvrer pour que cette union et cette communion puissent toujours exister. On vivait ici sans palabre. Si tout ça peut revenir, ça ne peut que faire avancer la région. Il ne faudrait pas qu'à la veille ou pendant les élections, cette union-là se brise. Donc nous demandons à nos parents baoulés de ne pas se laisser distraire par les politiques que nous sommes. Pour les y encourager, le ministre Amédée Kwaku montre l'union des résidents baoulés du Gor comme la réponse à l'appel à la cohésion, à la paix et au développement du chef de l'État. Construire la paix, c'est difficile. Construire la cohésion, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont chercher à détruire. Chaque fois que vous allez mettre l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général, vous allez détruire la cohésion. Toujours l'intérêt général. Toujours l'intérêt général. Si j'ai accepté de venir ici à Gagnoa, c'est parce qu'une union, ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde ensemble. Et ça, c'est ce que nous apprécions. C'est ce que le chef de l'État, le président de la République, souhaite que nous fassions. Avant Gagnoa, Amédée Kwaku a rencontré à Sakassou des fils et filles du royaume baoulé et à Didiévi des chefs coutumiers. Au menu,
encore l'union, la paix et le développement. La population de la région du Gontougo se félicite des actions de développement entreprises par le gouvernement ivoirien. Des projets réalisés et en cours qui ont permis à leur région de sortir de la précarité. Elles ont rendu hommage au président Alassane Ouattara. Herman Yamia. Le peuple Koulango est reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en sa faveur. Grâce à lui, la plupart des villages de la région du Gontougo sont reliés au réseau électrique national et ces villages disposent d'eau potable et plusieurs d'entre eux bénéficient désormais de centres de santé et d'écoles, sans oublier le reprofilage lourd régulier des pistes villageoises. C'est donc pour lui traduire leur gratitude que cette cérémonie d'hommage à Dinaoudi dans la sous-préfecture de Taoudi, département de Bondoukou, est organisée. Au niveau des infrastructures scolaires, toutes les sous-préfectures sont dotées, chacune d'au moins une école primaire, un collège ou un lycée. Au niveau de la santé, l'érection d'un centre de santé à chaque 5 km est une réalité dans la région. Cette zone, avant 2010, seuls 5 villages étaient électrifiés. Aujourd'hui, sur 73 villages, 62 sont électrifiés. En plus des infrastructures de développement, le chef de l'État a également promu certains fils de la région à des hauts postes dans l'administration. Entre autres, l'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria, le directeur général de la CICTA et surtout le secrétaire d'État chargé du service civique Siaka Ouattara. Justement, ce dernier n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance au président de la République avant d'inviter les populations à se détourner des vendeurs d'illusions. Les avancées socio-économiques du pays, sous la conduite du président de la République, sont remarquables. Nous devons donc consolider ces acquis en 2020 et au-delà. Empruntons donc le train du rassemblement des Ivoiriens épris de paix, soucieux du développement économique de notre pays. Le parrain de cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Go Coulibaly, s'est fait représenter. Prosper Yao Kouadio, son représentant, a invité les populations à faire confiance au président de la République et à son gouvernement qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Chers frères et sœurs du Gontougo, je vous invite tous à nous unir autour de ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, non seulement pour le rayonnement du pays, mais aussi pour celui de notre région. Les populations ont assuré à l'émissaire du Premier ministre que le Gontougo lui sera reconnaissant au moment opportun. Sur la scène internationale, élections présidentielles, municipales et parlementaires au Guatemala, 8 millions de Guatémaltèques appelés aux urnes ce dimanche. Des élections porteuses de beaucoup d'espoir pour un pays qui veut sortir de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité. Cependant, la campagne s'est déroulée dans un climat de violence sociale et politique. À présent, les points forts de l'actualité internationale de la semaine dans le 7 sur 7. Au moins 95 habitants du village d'Ogon de Sobankou dans le centre du Mali ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés. Selon les civils, ce sont des hommes armés qui sont venus tirer, piller et brûler. C'est un village d'Ogon de 300 habitants qui a été quasiment rasé. 10 candidats déclarés briguent la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. La première phase se déroulera au niveau du groupe parlementaire du Parti Tory qui réduira le champ des candidatures par une série de votes. Les 2 candidats retenus seront alors soumis au vote des 120 000 adhérents du parti. À cette épreuve, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, part favori. De violents affrontements ont opposé ce mercredi à Hong Kong des policiers tentant d'empêcher des manifestants de faire irruption dans le parlement de la ville. Là où des dizaines de milliers de protestataires dénonçaient un projet du gouvernement d'autoriser les extraditions vers la Chine. Les rangées de policiers anti-émeutes se sont rapidement retrouvées en minorité face à des protestataires toujours plus nombreux. Ce jeudi 13 juin, Abdelmalek Sellal, l'ancien chef du gouvernement algérien sous Abdelaziz Bouteflika, a été placé en détention provisoire. Il a été entendu par un juge de la Cour suprême dans le cadre d'une enquête pour corruption, dilapidation des deniers publics, abus de fonction,
En 2014, c'est lui qui faisait campagne à la place du président démissionnaire pour un 4e mandat. Omar El-Béchir, 75 ans, a été inculpé pour corruption. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, il a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum, à la suite d'un mouvement de contestation déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Le ministère public annonce avoir terminé toutes les enquêtes intentées contre l'ex-président par des procureurs anticorruption. Au moins 8 policiers kenyans ont été tués samedi matin dans l'explosion d'une mine artisanale à la frontière avec la Somalie. Les policiers étaient en patrouille et la localité de Konton avait été brièvement attaquée vendredi après-midi par des insurgés Shebab. Ceux-ci auraient enlevé 3 réservistes de la police kenyane. La patrouille, victime de l'engin explosif, ferait partie des renforts dépêchés dans la région à la suite des incidents de la veille à Konton. L'Arabie saoudite a accusé dimanche l'Iran, son rival régional, d'être l'auteur des attaques commises le 13 juin contre 2 pétroliers en mer d'Oman. C'est le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, qui a attribué au régime iranien ces attaques qui ont endommagé 2 tankers. L'Iran nie toute implication dans ces événements survenus près du détroit d'Ormuz, par lequel transite le tiers du pétrole transporté dans le monde. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Bonne fête à tous les papas et à demain lundi.